Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour, je suis aujourd'hui au ministère de l'Enseignement supérieur avec Anne-Sophie Barthez, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Merci de nous recevoir. Bonjour, je suis ravie d'être là et de répondre à toutes vos questions. Super. On va enregistrer 2 sujets aujourd'hui, donc un sur la plateforme Mon Master et un autre sur la reconnaissance des diplômes. Donc vous retrouverez les épisodes dans différentes parties du site et en 2 épisodes différés en podcast. Commençons par Mon Master. Qu'est-ce qu'il y avait avant Mon Master et pourquoi est-ce qu'il y a eu cette nécessité de mettre en place une plateforme ? Alors avant Mon Master, les choses se passaient à la fois très simplement et de manière très datée. C'est-à-dire qu'un étudiant qui voulait candidater dans un master, et souvent bien sûr dans plusieurs masters, devait se rendre sur les sites internet de chaque université, regarder la procédure mise en place par chaque université, joindre chaque pièce à chaque procédure qui était afférente, et surtout faire attention au calendrier qui différait d'une université à l'autre. Donc on avait quelque chose qui fonctionnait, mais qui nécessitait une attention très particulière de la part des étudiants, ne pas rater les dates de candidature, ne pas rater les dates de résultats. On avait quelque chose qui multipliait le dépôt des pièces, puisqu'il y avait autant de dépôts de pièces que d'universités. Et on avait enfin un système qui là n'était pas efficient du tout, puisque lorsque les résultats au fil de l'eau étaient donnés à l'étudiant, un étudiant pouvait occuper plusieurs places en même temps s'il avait plusieurs propositions de master, et il bloquait donc ces places pour d'autres camarades. Mon master, ça met fin à ça. Mon master, c'est fait uniquement pour le bénéfice des étudiants. C'est d'une part un calendrier unique. De telle date à telle date, on candidate. De telle date à telle date, il y a les premiers résultats, etc. Deuxièmement, il y a un dépôt de dossier au même endroit, au même moment. Des relevés de notes, qui sont quand même souvent demandés, sont déposés une seule fois et ils irriguent immédiatement toutes les candidatures qui sont faites par l'étudiant. Et enfin, au moment de la proclamation des résultats des candidatures formulées par l'étudiant, eh bien, un étudiant, comme sur Parcoursup, a plusieurs jours pour réfléchir, faire des choix, non, oui tout de suite, à coup sûr et définitivement, ou oui, mais je veux quand même conserver mes autres oui et voir si, sur les listes d'attente, je monte petit à petit de rang. Voilà, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, qui est beaucoup plus utile pour des étudiants qui, au bout d'un moment, doivent choisir, et au moment où ils choisissent, toutes les places qu'ils occupaient se libèrent pour leurs camarades. Voilà, donc c'est quelque chose qui est un gain de temps, qui est un gain en termes de sérénité pour les étudiants, et cette plateforme se contente, encore une fois, d'uniformiser le calendrier et de prendre le dossier de l'étudiant pour le conduire sur le bureau de celui ou celle qui va examiner sa candidature. Ni plus, ni moins. C'est la 2e année d'existence. Quels sont aujourd'hui les masters qui sont proposés sur la plateforme et ceux qui ne le sont pas encore ? Et peut-être pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas encore ? Alors c'est une très bonne question qui va me permettre de dire quelques mots de votre seconde famille de sujets sur la reconnaissance des diplômes. Sur la plateforme Mon Master, il n'y a que les diplômes nationaux de master. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme national de master ? C'est un diplôme qui est encadré par l'État. C'est un diplôme qui est évalué par l'État et qui, s'il répond à un certain nombre de critères, est considéré comme suffisamment de qualité pour pouvoir être délivré. Ce diplôme national de master, qu'il soit en psychologie, en STAPS, en biologie, etc.,
est le même, grosso modo. Je force vraiment le trait parce qu'évidemment, les universités ont une marge, et Dieu merci, d'autonomie pour ajuster le contenu de la formation, mais à gros traits, les exigences qualitatives sont les mêmes partout. Et ce diplôme national master en biologie cellulaire que vous suivrez à Toulon est de même qualité, absolument, c'est garanti par l'État, que si vous le suiviez à Paris. Donc c'est ça un diplôme national de master. Qui peut délivrer un diplôme national de master? Il n'y a que les universités. Donc on ne trouve sur cette plateforme que des diplômes nationaux de master proposés par des universités. Une toute petite exception toutefois. Certaines écoles privées conventionnent avec les universités en leur disant « Écoutez, moi, j'ai une grosse force en sciences politiques, par exemple. Je n'ai pas le droit, moi, école privée, puisque c'est vous qui en avez le monopole à l'université, de délivrer un diplôme national de master de sciences politiques. Donc je vous demande à vous, université, de le délivrer, mais c'est moi qui vais l'opérer. C'est moi qui vais, les étudiants viendront dans mes salles de classe avec mon pool enseignant, etc. » Si l'université dit oui, ça veut dire qu'il y a de la qualité derrière, parce que l'université ne va pas vouloir brader ses diplômes. Donc on peut avoir, c'est exceptionnel, quantitativement c'est très à la marge, des diplômes nationaux de master qui restent délivrés par une université, mais qui sont opérés, j'espère qu'on comprend dans le langage courant ce que veut dire opérer, pardon, j'ai peur de jargonner souvent, mais opérés par une école privée. Voilà, donc uniquement les diplômes nationaux de master. On ne trouve pas en revanche les diplômes délivrés par certaines écoles qui peuvent avoir un label grade master. Ce grade master, c'est une équivalence, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce n'est pas un diplôme national de master, et pour cette raison, ce n'est pas sur la plateforme. C'est la deuxième année, on le disait. Oui. Quelles sont les évolutions qui ont été apportées à la plateforme dès cette deuxième année qui vont peut-être encore plus faciliter la procédure? Alors, il y a deux nouveautés majeures. Une première qui est de nature ergonomique, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir plus facilement déposer leurs pièces, plus facilement encore que l'an passé. Ils vont avoir un tableau de bord qui leur permettra de garder en mémoire, si j'ose dire, leur choix et où ils en sont du dépôt de pièces, justement, etc. Donc ce sera plus ergonomique, plus facile, plus convivial, si j'ose dire, au moment du dépôt de candidature. Première nouveauté. Et deuxième nouveauté pour les étudiants, c'est qu'à partir du 25 juin, donc à peu près 3 semaines après les premiers résultats, on va ouvrir une seconde phase de candidature possible, une phase donc complémentaire, qui permettra à tout étudiant qui n'aurait pas déjà définitivement accepté quelque chose, à tout étudiant de recandidater là où il reste des places. Alors je crois qu'aujourd'hui, mois de février, il est inutile de complexifier les choses dans l'esprit des parents d'étudiants ou d'étudiants eux-mêmes, mais il faut qu'ils sachent que cette phase-là existe. Ce sera très simple, ce sera exactement le même système. On va ouvrir cette plateforme, il y aura là toutes les formations dans lesquelles il reste des places et ils devront à nouveau candidater s'ils le souhaitent. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Oui, très clair. Comment se fait l'analyse des candidatures par les formations? Est-ce que les critères de sélection, de choix, les attentes sont exprimés clairement? Est-ce qu'il y a des niveaux demandés? Est-ce qu'un candidat qui va obtenir une licence peut candidater dans n'importe quel master? Comment la sélection se fait-elle, au fond? Qui est toujours la grande question, et c'est bien normal quand on est un candidat. Tout dépend vraiment, parce qu'encore une fois, cette plateforme n'est qu'une courroie de transmission, de la politique du responsable du master. Je ne peux même pas dire de la politique de l'université, ou même de la politique de tel UFR, de telle faculté. Parce qu'en réalité, c'est la politique du directeur ou de la directrice de master qui compte. Celle qui reçoit sur son bureau le fameux dossier transmis par la plateforme. Alors, quels sont les critères utilisés ? Le parcours académique, évidemment, compte. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais bien souvent, pas toujours, mais bien souvent, et de plus en plus souvent, tout ce qui est extra-académique est pris en compte. Des stages peuvent être pris en compte quand ça a du sens. Il ne s'agit pas de faire un stage pour faire un stage. Des activités extra
académique dans le domaine associatif. Enfin, tout ce qui nourrit un environnement académique, par exemple en matière sportive, en matière artistique, tout ce qui colore au fond la candidature. Et ça, je ne peux évidemment pas vous assurer que chaque responsable de master le prend en compte, mais de plus en plus de responsables le font. Et on leur demande vraiment à ces responsables de formation, je suis absolument certaine qu'il y a des marges de progrès, mais on leur demande vraiment de dire le plus possible ce qu'ils regardent, justement, pour qu'il n'y ait pas de candidatures qui sont complètement à côté de la plaque, ou à l'inverse, qu'il y ait des candidatures qui soient façonnées de la manière la plus pertinente, possible. Alors, une question que me posent souvent les étudiants, c'est: j'ai pas un bon dossier académique, j'ai redoublé ma 2e année, ma 3e année c'est pas terrible, est-ce que c'est foutu, comment m'en sortir? Dans ce cas-là, vraiment, la lettre de motivation compte énormément. Il y a des responsables de master qui diront: oula, plus d'un redoublement, ou même un redoublement, je regarde même pas le dossier. C'est son droit, c'est sa liberté et c'est son autonomie académique la plus stricte. Je pense, à titre personnel, que c'est vraiment dommage, vraiment, vraiment dommage, parce que Dieu merci, il y a des parcours non linéaires qui sont au moins aussi intéressants que des parcours linéaires, mais certains s'arrêteront là. Beaucoup d'autres, quand même, ne s'arrêtent pas là. Et la lettre de motivation doit l'expliquer. Vous n'avez peut-être pas aimé, vous, étudiant, le programme de 2e année, vous avez eu des problèmes personnels, vous étiez moins mûr en première année, il vous a fallu un peu plus de temps pour démarrer. Franchement, le responsable de master, s'il lit ça, il voit déjà de la maturité, de la lucidité et de la motivation. Donc ça compte. Donc vraiment, si le parcours n'est pas le parcours qui, à coup sûr, convaincra au premier coup d'œil le responsable de master, ben jouez cette carte, dites-le, je sais que, mais je vais vous expliquer pourquoi, et voilà pourquoi ça va changer désormais. Dernière question que vous avez posée, est-ce que tout titulaire de licence peut poser sa candidature? Oui. En réalité, le candidat naturel à un diplôme national de master, c'est le titulaire d'un diplôme national de licence, donc un diplôme suivi à l'université. Mais tout titulaire d'un diplôme Bac+3, si je l'appelle de cette manière-là, peut tout à fait postuler. Et là encore, des responsables de master diront: ah non, non, moi, c'est le diplôme national de licence que je veux chez moi, je ne regarde que ça. Mais beaucoup d'autres, et ça dépend vraiment des disciplines, d'ailleurs des cultures disciplinaires, beaucoup d'autres disent: bah, bien sûr, je regarde les candidatures qui viennent de l'université, mais je regarde aussi ce qui a pu être fait dans une école. Et si le diplôme qui était délivré par cette école, qui s'appelle souvent bachelor, a un tampon de l'État, un label de l'État, et on y viendra après, et notamment s'est vu reconnaître le grade licence, c'est-à-dire une équivalence licence, eh bien, ce sera quelque chose qui sera pris en compte de manière tout à fait positive. Ça me paraît très clair. Vous le savez, on s'adresse aux parents. Alors là, il est vrai que leurs enfants ont passé le bac il y a au moins 2 ans, 3 ans, voire 4 ans dans certains cas. Quel peut être leur rôle? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, évidemment, il faut laisser les jeunes gérer la plateforme, mais quel peut être le rôle des parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Pour moi, le rôle des parents, il est... Enfin, pardon de le dire comme ça, parce qu'on n'a plus affaire ni à des enfants, ni à des jeunes de 18 ans, mais bon, je pense que les parents ont quand même intérêt à vérifier que la connexion à la bonne date, à la plateforme s'est faite, etc., etc. Mais au-delà de ça, je pense que des parents, là comme ailleurs, ont pour rôle d'ouvrir les chakras des enfants. Voilà. Moi, si j'étais en licence aujourd'hui, au moment de la candidature, j'ouvrirais mes chakras. Il y a beaucoup de candidatures possibles, en nombre. Et il faudra qu'on en dise un mot après, parce que c'est important de comprendre ça. Donc, au moment de la candidature, ouvrez vos chakras. Multipliez, pardon de le dire comme ça, les candidatures. Pas tout et n'importe quoi, mais multipliez-le. Pourquoi? 1, pour multiplier vos chances d'être pris, et 2, parce qu'il est important d'avoir le plus possible au moment des résultats un champ des possibles. Vous voulez faire de la science politique? Très bien. Mais est-ce que vous n'auriez pas intérêt à postuler aussi dans des masters de droit, dans des masters d'économie, dans des masters, etc., etc. Vous voulez faire de la psychologie? Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt aussi à candidater dans des masters de management? Les questions de psychologie sont très importantes, etc. Ouvrir ces chakras et vraiment multiplier les candidatures.
Une chose très importante à dire, la question m'est très souvent posée. Ce n'est pas parce que vous déposez 15, 20 candidatures que le responsable de master le sait. Il ne le sait pas. Et s'il vous le demande, il n'a pas le droit de vous le demander. Il étudie votre candidature, si j'ose dire, à l'aveugle de toutes les autres candidatures que vous avez pu faire. Donc, ouvrez les chakras, libérez-vous, osez. C'est ça, au fond, que je veux dire. Les parents, ils sont là pour ça, pour dire à leurs enfants, osez les amis, osez les enfants. Osez, allez-y. Et au moment des résultats, on resserrera le spectre, évidemment. Mais au moment de la candidature, ouvrez parce que personne ne le saura. Le responsable de master qui étudiera chacune des candidatures ne sait pas où vous avez candidaté par ailleurs, pour qui et combien de fois. Parcoursup, c'est 10 vœux, 20 sous-vœux et l'équivalent en apprentissage. Mon master, c'est combien de vœux ? Alors, mon master, c'est 15 et 15. Mais vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus. Donc, c'est 15 vœux en apprentissage, 15 vœux hors apprentissage. La question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'un vœu ? Un vœu, c'est un vœu exprimé au niveau de la mention de master et non pas au niveau du parcours. Alors là, je vais évidemment parler chinois et c'est bien heureux à beaucoup d'entre vous, je vais m'expliquer. La mention, c'est le chapeau. Et les parcours, ce sont, entre guillemets, les spécialités. Je vous donne des exemples de mentions de master. Master de droit, master de biologie, master d'économie, master d'anglais. C'est le chapeau. À l'intérieur de chacun de ces chapeaux, il y a des spécialités. Master de droit, vous avez un parcours droit des affaires, droit pénal, droit civil, droit de la famille, etc. En biologie, vous avez des parcours, ce n'est pas ma discipline, je vais dire donc des idioties, biologie cellulaire, biologie moléculaire, biologie je ne sais quoi. Biologie marine. Biologie marine, merci, etc., etc. Or, ce qui est compté, c'est la mention. C'est-à-dire que lorsque vous allez postuler dans la mention master biologie, c'est compté pour un vœu, alors qu'en réalité, votre dossier de candidature, il va dans au moins 3-4 directions différentes. Il va sur le bureau du monsieur madame biologie marine, sur le bureau du monsieur madame biologie moléculaire, etc., etc. Donc, c'est 15, mais 15 comptés, comptabilisés au niveau du chapeau. Et donc, en dessous, ça multiplie évidemment les candidatures réelles. Donc, ça fait beaucoup de... Ah oui, ça fait beaucoup. Ça et fait une beaucoup. Potentielle énorme variété parce qu'on peut candidater en droit, en éco. Alors après, on a forcément, si on postule en droit puis en biologie, quelle est la logique ? Il faut une cohérence. Mais oui. en tous les cas, on a vraiment une grande ouverture possible. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, moi qui suis un peu novice avec mon master, une question qu'on vous pose souvent, que je n'ai pas posée ? Oui, là aussi, je le mets dans le paysage, mais il ne faut pas que les parents, les étudiants aient ça à l'esprit immédiatement. C'est la possibilité de saisir le rectorat si on n'a que des réponses négatives. Qui peut saisir le rectorat ? Uniquement les détenteurs d'un diplôme national de licence. Très important, donc d'un diplôme délivré par une université. Tous ceux qui postulent, ils en ont bien le droit, je l'ai expliqué tout à l'heure, et qui ont des diplômes avec un visa, avec un grade de licence ou je ne sais quoi, ceux-là n'ont pas ce droit de saisir le rectorat. Donc ça, cette saisine du rectorat, c'est à partir de la mi-juillet, pour ceux qui n'ont que des refus, donc c'est pas la peine de s'encombrer avec ça, mais il faut l'avoir à l'esprit. Il faut l'avoir à l'esprit. Et il faut d'autant plus l'avoir à l'esprit que pour pouvoir saisir le rectorat, il faut non seulement avoir un diplôme national de licence, mais il faut avoir fait un certain nombre de candidatures. Tout ça, c'est parfaitement expliqué dans la plateforme. Donc, c'est quelque chose que vous devez intégrer dès le départ, dès la phase de candidature qui va s'ouvrir, pour faire le nombre de vœux suffisant pour, au cas où ça ne marche pas, pouvoir saisir le rectorat. Ça paraît clair et logique. Et en tous les cas, merci beaucoup pour vos explications qui étaient limpides. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation
Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.